Un lancement, celui d'une campagne d'amélioration génétique pour les bovins, coup d'envoi ce matin au Hod El Gharbi, supervision du ministre de l'élevage. Deux visites ministérielles, d'abord celle effectuée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, c'était aujourd'hui à Nouakchott. Plusieurs chantiers étaient concernés dans différentes muqata'a de la capitale. La deuxième visite, c'est celle effectuée par le ministre de l'Équipement et des Transports sur la tronçon Boutilly-Aleg, sur la route de l'Espoir. C'était aujourd'hui. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et n'oubliez pas que pour vous prémunir contre la Covid-19, rien de tel que la vaccination et le respect des mesures préventives. Et c'est parti pour le journal. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 30 octobre 2021. 22h que nous commençons par 4 activités ministérielles. 3 ont été effectuées aujourd'hui, l'une hier soir. 3 sont en dehors de Nouakchott et une est à Nouakchott. Commençons. La première de ces activités, c'est celle du ministre de l'élevage. C'était aujourd'hui, ce matin précisément, à Gungel, au Hod El Gharbi. Là, le ministre a procédé au lancement d'une campagne d'amélioration génétique pour les bovins. Et c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Rabat Oulimder. Compte-rendu revu en français par Mohamed Khattat. Parallèlement à la campagne nationale de vaccination du cheptel lancée hier, au Hod El Gharbi, voilà le ministre de l'élevage, M. Lemrabat Bonahi, qui supervise le lancement officiel d'une campagne d'amélioration génétique animale à partir de la ferme pilote d'insémination artificielle dans la localité de Gungel, dans la wilaya du Hod El Gharbi. Il est vrai que la génétique animale est l'un des piliers du développement de l'élevage. Les populations d'animaux d'élevage fournissant une variété de produits et de services, notamment la viande, le lait, entre autres. Une opération d'amélioration génétique 2021-2022 qui est assurée par l'Office national de recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme dans 8 fermes dont le but est d'augmenter les productions laitières et de viande et de préserver la santé animale. L'occasion pour le ministre de l'élevage, M. Lemrabat Bonahi, d'indiquer que la campagne nationale de vaccination permet d'améliorer la santé animale pour en garantir la survie et la durabilité de notre source de vie, tout comme l'amélioration génétique permet de développer l'élevage et accroître la production laitière et des viandes, mais aussi l'adaptation du bétail au changement climatique auquel il est exposé. Pour le directeur de l'Office national de recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme, nous avons un grand manque de production laitière. Le pays en importe de grandes quantités et nous avons, dit-il, besoin de faire l'amélioration génétique dans les zones de production. Sinon, nous continuerons à importer le lait. C'est donc une opportunité pour les éleveurs et nous les appelons à le faire, surtout que c'est disponible. Au cours de sa tournée dans le Hod El Gharbi, le ministre de l'élevage a effectué une visite d'information dans un centre vétérinaire, un marché du bétail réalisé par le PRAPS, le projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel. La visite a été clôturée par une réunion dans les locaux de la délégation régionale de l'élevage au Hod El Gharbi, au cours de laquelle le ministre a appelé à redoubler d'efforts pour rapprocher les services des éleveurs en coordination avec les autorités administratives et les élus locaux. Voilà donc pour les activités des ministres de l'élevage au Hod El Gharbi. Parmi ces activités, donc, le lancement de cette campagne d'amélioration génétique dont il a supervisé. Donc le lancement, c'était ce matin à Gungel, non loin d'Ayoun. La deuxième activité ministérielle, c'est celle du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Cette activité s'est déroulée ici à Nouakchott et le ministre a visité plusieurs sites donc, et chantiers relevant de son département dans différentes muqata'a de la capitale. Quelles sont les étapes justement de cette visite? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Première étape de cette visite
du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sidi Ahmed Mohamed, était l'école nef capitale dans la Muqata'a d'Elmina, wilaya de Nouakchott Sud. Sur place, les ministres s'est inquiet des niveaux d'avancement des travaux qui atteint 9%. Les travaux comprennent la construction de 8 salles de classe, les annexes nécessaires ainsi qu'un cordon pour la protéger contre l'immersion. Deuxième étape, l'école Mayaba, où les travaux d'extension comprennent 3 salles de classe, en plus de la réhabilitation de l'école. Ici, le niveau d'exécution atteint 10%. L'école Sedoum, toujours à Elmina, était la 3e étape où le ministre a constaté les niveaux d'avancement des travaux qui atteint 8%. Il est attendu que les travaux soient achevés d'ici 8 mois. Au niveau du quartier Tarhil Warf, le ministre s'est informé du déroulement des travaux de construction d'une école primaire. Cette école comprend 8 salles de classe et les annexes. Le niveau d'exécution des travaux atteint 90% et il est prévu qu'elle soit achevée d'ici 2 semaines. Dans le même quartier, le ministre a constaté de près l'opération d'aménagement de 15 hectares pour protéger les quartiers contre l'avancement de la mer et le niveau des travaux atteint 40%. À Toujounine, dans la wilaya de Nouakchott Nord, le ministre a visité le site de travaux d'aménagement de 250 hectares dans le secteur 22, où une opération de préparation de ce secteur sera opérée par les départements de l'équipement et des transports, de l'hydraulique et de l'assainissement et de la délégation Ta'azour. Le niveau des travaux atteint 40%. Dernière étape de cette visite était le quartier du secteur 20 de Toujounine, qui a connu le recasement de 205 familles des gardiens de Tavrazen et d'Ixar. Le ministre s'est informé sur les conditions de logement de ces familles et a écouté leurs doléances. Au terme de cette visite, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sidi Ahmed Mohamed, a déclaré avoir inspecté la réhabilitation de certains établissements d'enseignement. Il a appelé les entrepreneurs à respecter les délais convenus, précisant que les autorités ne toléreront pas les négligences et les manquements de leurs obligations. Sidi Ahmed Mohamed a ajouté qu'il avait visité la zone annoncée lors du point de presse après le dernier Conseil des ministres où il a été décidé de construire 5000 logements sociaux réalisés par l'agence Ta'azour, indiquant que le gouvernement fournira les conditions de résidence appropriées pour les citoyens en attendant l'achèvement des travaux de ces logements. La visite d'information donc entreprise aujourd'hui par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire au niveau de plusieurs quartiers des différentes Muqata'a de Nouakchott. Il a été aussi question, n'est-ce pas, du plan d'urbanisation et du plan de lotissement dont on parle beaucoup maintenant au Gorgol, surtout dans la toute nouvelle Muqata'a de l'Ikseba, dont les populations demande donc aux autorités, notamment au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, un plan de lotissement pour lutter contre les quartiers précaires dans cette nouvelle Muqata'a. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Chouki Mohamed Val, compte rendu revue en français par Mohamed Khattat. Les bidonvilles occupent une grande superficie dans la Muqata'a de l'Ikseba. Un état de fait qui jette à la glauque lumière du jour l'absence de services de base et fait que les populations de ces bidonvilles réclament une rapide intervention des pouvoirs publics pour changer la donne et régler la question des bidonvilles, non sans oublier de considérer à sa juste valeur la décision d'ériger l'arrondissement de l'Ikseba en Muqata'a relevant de la wilaya du Gorgol. Les ressources naturelles de celle-ci justifient cet acte fondateur d'une plus grande décentralisation qui rapproche aujourd'hui encore davantage le service public de ses usagers, crée de nouvelles opportunités d'amélioration de l'offre publique de services. Nous remercions, dit ce jeune homme, le gouvernement pour cette décision historique érigeant l'arrondissement de l'Ikseba en Muqata'a alors que nous manquons d'eau, d'électricité, d'enseignement, de santé, de lotissement, de route, car s'il y a un incendie, il n'y a pas de route d'accès. Nous demandons, dit cette femme, des plans de lotissement, car nous en avons ras-le-bol des bidonvilles. Nous avons également besoin de centres de santé, d'écoles. Nous manquons, dit cet autre, d'infrastructures de base, d'édifices économiques. Pour le hakem de l'Ikseba, M. Mohamed Amin ou le Moulaï Zain, les habitants de l'Ikseba sont reconnaissants pour cet important acquis, un rêve qu'ils ont longtemps
caressés et qui se réalisent aujourd'hui pour leur grand soulagement. Ils espèrent que cette décision va aider à accélérer le développement local et renforcer les centres administratifs et les services publics dans la Muqata'a, les lotissements de la ville et sa modernisation. Il faut indiquer que l'Exrebe se caractérise par une importante densité de sa population, environ 49 000 habitants selon le recensement de 2013, et la vie de la population est basée principalement sur l'agriculture, l'élevage et le commerce. Voilà, après l'urbanisme, les infrastructures routières, on va en parler avec cette visite effectuée aujourd'hui sur la route de l'Espoir, un tronçon de cette route, par les ministres de l'Équipement et des Transports. Que vise cette visite? Dans quel cadre s'inscrit-elle et quel est ce tronçon visité donc par les ministres de l'Équipement et des Transports? Élément de réponse avec notre correspondant permanent Mohamed Lemine l'a dit, compte rendu revue en français par Abdelrahman Hamad. Cette visite d'information qu'a effectuée le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ahmed Hamid, au tronçon à Jouer-Alag de la route de l'Espoir, a pour objectif de s'enquérir de l'avancement des travaux au niveau de cette infrastructure routière. Sur place, le ministre a constaté de près les travaux faits par les engins et les unités de production d'asphalte, où il a reçu des explications techniques de la part des responsables, avant de les exhorter à respecter les normes et les délais impartis pour l'achèvement des travaux. Et pour s'assurer de la qualité de ce qui a été accompli des travaux, un test a été opéré devant le ministre par l'équipe technique et a montré la conformité du travail accompli aux normes techniques en la matière. Le bureau de suivi, lui aussi, veille et contrôle l'avancement des travaux, comme a indiqué le chef du bureau, Abdelkarim Lahmar, qui a confirmé que la société en charge de l'exécution est engagée à achever les travaux dans les délais impartis. Il est à noter que cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi du plan d'action du département de l'équipement et des transports, l'inspection et le contrôle des chantiers de travaux sur le terrain, et pour savoir dans quelle mesure les sociétés en charge de l'exécution des travaux ont rempli leurs engagements. Voilà, le ministre de l'Équipement et des Transports aujourd'hui sur le tronçon Bouti-Limite à Lègue pour s'informer sur l'avancement des travaux sur le chantier du second tronçon de cette route Bouti-Limite à Lègue. La quatrième activité ministérielle, elle, se déroule à Nema, la capitale du Hod et Charqi, et c'était hier soir. Et c'est celle entreprise par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le ministre qui a présidé donc hier soir une réunion élargie, l'occasion pour lui d'écouter bien entendu les problèmes, les doléances des populations, mais aussi et surtout d'expliquer les grandes lignes de la politique de son département, justement vis-à-vis de cette wilaya et vis-à-vis des problèmes, donc, et la recherche des solutions à ces problèmes qui ont pour nom, entre autres, l'eau. Et donc l'amélioration de la résolution de ces problèmes passe par l'alimentation des nappes phréatiques à travers notamment les constructions de barrages ainsi que d'autres mesures. Voilà donc pour cette réunion présidée hier soir à Nema par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à Nema. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec 2 étapes au Brakna, en Assaba, avec un tour du côté de l'exposition de Dubaï, avec l'évolution de la pandémie de la Covid-19 et d'autres étapes. On va commencer donc par l'activité du PRAPS. Le PRAPS, c'est le projet régional d'appui au pastoralisme dans les Sahel, ces activités dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. On va s'intéresser ce soir aux activités de ce PRAPS dans 2 wilayas de l'intérieur, à savoir l'Assaba et le Brakna. C'est un compte-rendu de Moutali Sader, c'est un compte-rendu de Mohamed Khattat. Ici, le marché du bétail de Bogué, où les éleveurs, les vendeurs, les revendeurs et autres acteurs du développement animal se côtoient et travaillent dans de meilleures conditions depuis que le PRAPS, le projet d'appui au pastoralisme au Sahel, a construit cet édifice dans le cadre de ses interventions visant à réaliser des infrastructures de base au service des éleveurs. C'est une vaste cour, dit ce monsieur, qui nous protège notre bétail, notamment nos bovins, nos camelins et nos petits ruminants. Personne ne craint ici qu'un chameau errant lui porte préjudice. C'est un marché de bétail
17 autres qui profitent à toutes les localités et même à Nouakchott qui s'approvisionnent à partir d'ici. Dans la localité de Robinet, relevant de la commune d'Archourguit, le PRAPS a construit cette aire de repos du bétail qui permet aux vendeurs et aux éleveurs de trouver un lieu adapté pour reposer le bétail et pourquoi pas se reposer eux-mêmes. Ici, des infrastructures ont été construites pour les éleveurs de transit avec leur bétail. Je remercie ce projet PRAPS pour ses réalisations, dit ce monsieur qui affirme qu'il dirige une potence de vente d'eau depuis 20 ans et avait des problèmes quand les éleveurs étaient de passage avec leur bétail, exposés qu'ils étaient au vent et aux difficultés de débarquer leurs animaux des voitures qui les transportaient. Maintenant, dit-il, il y a une aire de repos, des toilettes, une place pour décharger les camions transportant le bétail. La wilaya de la Saba n'est pas en reste. Le PRAPS a financé des projets générateurs de revenus au niveau des communes de Sani et de Kifa. Nous remercions 17 femmes le projet PRAPS qui nous a aidés pour notre coopérative RIDA avec des financements nous permettant d'acheter des marchandises, des produits que nous vendons comme les voiles, le gaz et même la viande. Et nous y gagnons bien. Pour cet autre, membre d'une coopérative de 10 femmes, le PRAPS leur a octroyé un financement à hauteur de 1 510 000 qui leur a permis d'acheter du bétail qu'elles élèvent, vendent et paient leurs bergers. De son côté, cet homme remercie le PRAPS pour l'équipement de ce puits qui est important, dit-il, pour les éleveurs de passage dont les bêtes viennent s'abreuvoir et même se reposer. C'est dire que les interventions du PRAPS ciblent en premier degré les éleveurs en milieu rural en réalisant des infrastructures de base et financer des projets générateurs de revenus pour les coopératives féminines. Voilà donc pour cette activité de PRAPS, c'était un reportage de notre envoyé spécial Sidi Bouya Ahmed qui a été revu en français par Mohamed Khattat. Je vous propose maintenant un tour du côté de l'Expo Dubaï 2020 et le pavillon mauritanien qui continue d'attirer les visiteurs par sa richesse et sa diversité. Aujourd'hui, le pavillon a reçu la visite du ministre ivoirien de la promotion des investissements et du développement du secteur privé et qui est en même temps commissaire général des expositions en Côte d'Ivoire. Et c'était l'occasion pour les responsables de notre pavillon de lui fournir donc les informations et les explications nécessaires sur les stands, son contenu, et cela sur tous les plans culturels, économiques, social, touristiques, bref, sur le patrimoine mauritanien matériel et immatériel. Retour en Mauritanie, précisément à Rosso, qui a abrité aujourd'hui une action de sensibilisation contre la drogue et les violences basées sur le genre. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Bilal, compte-rendu revu en français par Aminata Khan. L'art plastique au service de la sensibilisation des jeunes de la wilaya du Trarza sur les méfaits de l'utilisation de la drogue, mais également la sensibilisation sur les violences à l'égard des femmes. Une rencontre organisée par la commune de Rosso qui a pour objectif de créer un mécanisme à travers lequel les jeunes peuvent s'exprimer à propos des différentes questions et défis, surtout en s'exprimant à travers des dessins et en sensibilisant ces derniers sur les dangers de la drogue et ses méfaits qu'elle engendre. Le wali de la wilaya du Trarza, Moulay Ibrahim, s'est rendu aux ateliers où travaillent les jeunes de la wilaya supervisés par plusieurs artistes plasticiens. Il a appelé à l'intensification de la sensibilisation sur la lutte contre la drogue et la violence à l'égard de la femme dans les rangs des jeunes, eu égard de l'importance de ces dernières dans la société, mais il a également parlé des effets néfastes de la drogue. Le directeur du Bureau du développement des médias et des arts, Khaled Oulmoula Idriss, s'est exprimé, indiquant que l'atelier s'inscrit dans le cadre de la seconde édition qui est une approche culturelle de la commune en matière de lutte contre la drogue et la violence faite à l'égard des femmes. La lutte contre la drogue et la violence contre les femmes, eh bien, c'était le thème de cet atelier organisé aujourd'hui, atelier de sensibilisation organisé aujourd'hui à Rosso, la capitale du
Trarza. Autre fléau que nous faisons face actuellement, c'est la pandémie de la Covid-19. Alors, son évolution durant ces dernières 24 heures, voici les chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé. Les chiffres de ces dernières 24 heures, 53 nouveaux cas positifs, 35 guérisons et malheureusement un décès. Ça, ce sont des chiffres enregistrés par le ministère de la Santé sur l'évolution durant les dernières 24 heures de la pandémie de la Covid-19. On doit voir les chiffres du cumul, vous les voilà, le cumul de tous ces cas depuis le début de la pandémie. Eh bien, ces chiffres s'élèvent à 37 275 cas positifs, dont 35 907 guérisons et malheureusement, donc 795 décès. Après la page médicale, eh bien, le pédagogique avec le préscolaire au niveau de notre capitale économique, on va parler des efforts, avec des efforts de la commune de Nouadhibou justement pour ce préscolaire. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidena, compte rendu revue en français par Mohamed Khattat. Dans le cadre des efforts déployés pour la réforme du système éducatif et portant de l'importance de l'éducation préscolaire, la commune de Nouadhibou intensifie ses interventions pour jeter les bases de l'école républicaine. Et pour ce faire, 2 jardins d'enfants ont été construits sur les normes et d'autres ont été également réhabilités. Selon Mme Houria Menteballa, gestionnaire de ce jardin d'enfants, l'objectif visé est de créer un climat favorable à l'épanouissement de jeunes enfants et à les préparer pour l'entrée à l'école républicaine. Pour l'éducatrice Khadim Tlahwel, l'enseignement préscolaire revêt une importance particulière car ici le jeune enfant reçoit sa première éducation. La commune de Nouadhibou a ouvert les portes de ces jardins devant tous les enfants, notamment ceux issus des franges vulnérables, et a fourni l'ensemble d'équipements didactiques nécessaires dans le but de les préparer à l'école primaire, selon le responsable de communication de la commune de Nouadhibou, Sidi Mahmoud Abdallah, qui a précisé que le jardin d'enfants se trouve dans les différents quartiers de la ville et fournissent des services d'éducation de qualité. Et ça, c'était bien un commentaire donc de Abdelrahman Hamadin et non de Mohamed Al-Khattat, comme je l'ai dit tout à l'heure par inadvertance. Mohamed Al-Khattat que nous allons le retrouver, et cette fois c'est bien la bonne. On va le retrouver pour nous parler du tournoi Al-Kharif, c'est-à-dire les tirs à la cible qui se déroulent depuis 3 jours. Donc à Kifa, la capitale de l'Assaba, 3e et avant-dernière journée de ce tournoi. Comment se présente l'atmosphère? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadr, revu donc en français par Mohamed Khattat. À l'approche de la fin du 2e tour du tournoi Al-Kharif, du tir à la cible traditionnel, la compétition est à son paroxysme entre les équipes pour être de la partie finale et pourquoi pas remporter la coupe. Pour ce participant, c'est un tour éliminatoire sur 8 cibles et les équipes en compétition craignent de rater le coche. Pour cet autre de l'équipe de l'Assaba, nous avons, dit-il, déjà réussi 6 points et il nous en reste 2 pour être en finale. Les mesures d'organisation prises par le jury provisoire ont privilégié et imposé l'esprit sportif, comme l'affirment ces participants qui félicitent les organisateurs pour la réussite de cette édition du tournoi du tir à la cible, mais aussi les pouvoirs publics qui ont contribué par les munitions et à instaurer un climat de sérénité et de sécurité. Il importe de noter que ce tournoi du tir à la cible, qui dure 4 jours, s'est imposé parmi les disciplines sportives comme ayant son importance dans l'histoire islamique, en ce sens qu'il symbolise l'orgueil, la grandeur, la fierté, le sacrifice, la solidarité et la coexistence. Voilà un tournoi donc qui doit s'achever demain et le coup d'envoi a été donné donc jeudi dernier par le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Et c'est sur cette avant-dernière journée
de ce tournoi Al-Kharif, tiré à la cible donc de Kifa, que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette campagne d'amélioration génétique qui a été lancée ce matin à partir de Gungel, dans le Hod El Gharbi, supervision du ministre de l'élevage. Ici, c'est le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire qui a procédé aujourd'hui à des visites de plusieurs chantiers dans la ville de Nouakchott et dans les différentes muqata'a de la ville. Et ici, c'est la visite de son collègue des transports, de l'équipement et des transports. C'était ce matin sur le tronçon de la route Bouti-Limite à l'aigle de la route de l'Espoir. C'était pour s'informer sur l'avancement des travaux là-bas. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous faire vacciner si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas non plus de continuer à respecter les mesures préventives. S'il n'y a pas un moyen aussi efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Et ce sont des gestes très simples qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer et de les faire. Et ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Sur ce, je vous signale que le JTF reviendra demain à la même heure, 22h. Vous serez en compagnie de Houriam, un collègue. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.